I'd rather be with you. Yeah. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Good Vibes. Donc tous les jours, midi 19, je reçois un entrepreneur que j'apprécie, un entrepreneur de The Family. L'idée, c'est de partager avec lui ou elle son quotidien, comment il s'en sort par rapport à la crise, qu'est-ce qu'il fait, quel impact ça a sur lui. Et évidemment, si je fais ça, c'est parce que d'abord, j'en avais besoin pour moi, en fait, de pouvoir garder des vibes positives, parce que c'est souvent en parlant avec les entrepreneurs que on a des idées d'inspiration, qu'on garde notre énergie au maximum, au plus haut, et voilà. Donc ça fait 6 semaines maintenant qu'on fait les Good Vibes avec des invités incroyables, comme Bastien aujourd'hui, qui est là. Salut Comment Alice. ça va, Bastien ? Écoute, ça va très bien. Comme je te disais, je commence à trouver un peu le temps long et j'ai hâte que. Moi, ma première hâte, c'est de retourner au resto, comme je disais tout à l'heure à Salomé. Mais à part ça, écoute, tout roule. Au niveau business, on s'est remis sur des rails et on repart sur des nouveaux challenges, donc c'est plutôt cool. C'est-à-dire, alors raconte-nous, qu'est-ce que tu fais, Bastien ? Qu'est-ce que c'est que ta boîte Kabaya ? Alors nous, Kabaya, on est créateur d'accessoires fun, colorés et ingénieux. En gros, on a commencé par un concept un peu dingue de bonnets où tous les bonnets avaient des noms de cocktails. Tu choisis ta base de bonnet, tu choisis tes pompons et ensuite tu es servi dans un shaker. Donc l'idée de base, c'est de se dire que j'ai pas un savoir-faire sur la fabrication du produit qui est incroyable par rapport aux autres. Nous, ce qu'on sait faire, c'est théâtraliser un produit, créer une belle histoire autour et créer un vrai univers. Une fois qu'on a fait ça, ça a très bien fonctionné et on s'est dit, bon, bah, notre secret sauce, c'est de savoir conceptualiser un produit et créer une histoire autour. On va le dupliquer sur d'autres produits qui resteront dans l'ADN de la marque. Donc, on a fait après des chaussettes que tu perds plus en machine à laver parce qu'on a tous la galère de la chaussette que tu perds en machine. Du coup, on a mis une petite boutonnière sur le haut de la chaussette. Comme ça, tu les accroches avant de les mettre en machine, tu les perds plus. Elles sont inséparables. Du coup, elles ont des prénoms de couple. Ensuite, on a fait des serviettes de plage avec un petit zip dans la doublure pour foutre ses clés, sa carte bleue sur la plage. Et là, on a sorti un sac à dos il y a un peu moins d'1 an où tu peux customiser ton sac et ses pochettes. Donc voilà, donc on crée des produits du quotidien, on les réinvente un petit peu en se disant c'est quoi le problème sur ces produits et puis on rajoute la petite astuce et ingéniosité et on les distribue à travers 3 canaux de distrib. On a le e-commerce, les pop-up stores, donc c'est des magasins éphémères qu'on a dans les centres commerciaux, un peu comme faisait Save à l'époque, sauf que nous c'est très éphémère, donc on reste 3 à 4 mois, on s'en va, on revient. Et un réseau de wholesalers, donc c'est des revendeurs indépendants, ça va du petit concept store du coin de la rue jusqu'aux Galeries Lafayette, Printemps, Bon Marché, et un peu partout en Europe, et on a à peu près 1000 revendeurs aujourd'hui qui distribuent les produits. Ok, juste pour avoir une idée un peu de l'envergure, si tu nous partages des chiffres, ce seraient lesquels ? Tout est public. On fait 7 millions cette année. Nous, on fait 100% de croissance par an depuis le début. Donc, on a ouvert fin 2015. On va sur notre 5e année. On va faire 7 millions de chiffres. On prévoit de continuer la croissance à 13 millions l'année prochaine. C'est à peu près 450 000 bonnets vendus pour l'instant. Et chaque nouveau produit démarre de plus en plus vite par rapport au précédent. Par exemple, le sac à dos, on a vendu 65 000 dès la première année de lancement. Et puis là, on va commencer à développer pas mal d'autres pays. On ouvre Allemagne et Espagne. On devait ouvrir un pop-up à Barcelone, tu vois, dans 10 jours. Bon, ça a été annulé. Mais par contre, on se concentre sur le e-commerce. Voilà. Donc, on va parler retail. Ouais. On va parler amour du concept aussi, parce que tu as un peu emprunté des choses à droite, à gauche dans toutes les startups de The Family. Donc, je pense notamment, tu parlais de Save, pour l'idée des pop-up, des corner pop-up, des bars à bonnets assez marrants. Tu as aussi emprunté, je trouve, il y a une inspiration pour moi de Merci Andy, de décaler un produit qui peut être traditionnel ou voilà peut-être un peu classique et de le placer à un endroit émotionnel inattendu. Le mix entre le bar à cocktail et le bar à bonnet. Voilà, tu te marres avec des produits qui pourraient être chiants en fait. C'est clair. Tu arrives à en faire des produits cool. Alors, au-delà de ça et au-delà du marketing, et ça c'est intéressant tout ça, parce que ça parle de nourrir son inspiration, mais aussi
qu'est-ce qui fait un peu partie de la charte, entre guillemets, les règles pour tes produits? Qu'est-ce que tu regardes? Déjà, la première chose, c'est l'ADN de la marque. On va pas se mettre demain à faire des costards ou des chaussures de ville ou autre. On va toujours avoir des produits avec une ADN qu'on appelle mass market. Mass market chez Kabaya, ça veut pas dire cheap. En retail, mass market, c'est très cheap. Nous, ça veut pas dire ça. Nous, ça veut dire on plaît à homme, femme, enfant. Et on veut que tous nos produits s'adaptent à homme, femme, enfant. Donc ça, c'est la première chose. Si un produit, c'est que pour femme, que pour homme, enfant, on fait pas. Ensuite, on va essayer de chercher c'est quoi la problématique sur ce produit, qu'est-ce qui nous fait chier tous les jours, qu'est-ce qui fait que ce produit se vende pas aussi bien, ou c'est quoi le problème dans le quotidien. Et du coup, ça, on va avoir notre propre regard sur le produit, et ensuite, on va le valider auprès des clients. C'est un côté usage. Ouais, tu as un gros côté usage, et se dire, c'est quoi qui vous emmerde au quotidien là-dessus, qu'est-ce que vous aimeriez faire à la machine à laver, etc. C'est ça. Et du coup, on va essayer de résoudre ça, on le valide avec nos clients, et une fois que c'est fait, on lance le concept, et puis on le distribue à travers nos 3 canaux de distribution. All right. Et d'un point de vue fabrication, matériaux, où est-ce que tu te situes? Alors, nous, on a commencé sur une fabrication européenne, donc on faisait tout en Pologne, sur les bonnets, toute la maille, c'est un pays historiquement qui est assez fort sur ce type de produit. Ensuite, on a commencé à développer sur la Turquie pour la chaussette, et puis après, on se disait, on veut se limiter que à l'Europe ou aux pays très proches. Au début, c'était la stratégie. Et puis, on a commencé à faire du sac à dos, de la serviette de plage. On a sourcé les usines du coup que en Europe. On a fait les premiers tests. On s'est dit, putain, mais en fait, c'est pas la qualité est pas au rendez-vous, c'est pas ce qu'on cherchait. Et le prix est vachement élevé. Et quand tu disais, c'est quoi sur quoi vous voulez vous baser pour sortir un nouveau produit, le prix a son importance. Tu vois, il faut qu'on reste sur un prix abordable pour tout le monde. Et du coup, on s'est aperçu que sur certains produits, fabriqués en France ou même en Europe, c'était pas possible d'un point de vue prix. Du coup, on a fait le choix d'aller en Chine pour les sacs à dos ou les serviettes, par exemple, parce qu'on a privilégié le made out plutôt que le made in. Si tu vois, on s'est aperçu que vendre un produit plus cher et de moins bonne qualité, juste en se disant c'est fait à côté de chez nous. C'est valable sur tout un tas de produits. Tu vois, par exemple, la lingerie, on a un vrai savoir-faire en France en lingerie. Tu peux, tout en ayant un prix raisonnable, faire de la super qualité en France. Un sac à dos, c'est pas possible. T'as pas d'usine de sac à dos compétente en France. Donc, par contre, on s'est dit, l'idée, c'est pas non plus de faire n'importe quoi. On sait qu'on est dans une industrie qui pollue vachement la planète. Le retail, c'est problématique pour l'écologie. Du coup, on a commencé par se dire, OK, on va sélectionner nos usines. Il faut qu'elles soient toutes BSCI. Donc, BSCI, c'est un label que les usines ont qui certifie qu'elles ont été auditées et qu'elles travaillent d'une certaine manière, qui respectent tous les prérequis de la Fair Work Foundation. Donc, bien évidemment, pas d'enfants, des normes et des conditions de travail hyper strictes. BSCI, BSCI. C'est les normes des entreprises qu'on cherche. Et là, on va un peu plus loin. Donc là, le Covid a accéléré certaines choses. Nous, on l'a vécu un peu en différentes étapes, ce Covid. Première étape, tu as forcément un peu comme tout le monde. Tu réduis les coûts, tu essayes de garder ta trésor et limiter ton cash burn pour passer la tempête. C'est passé comment toi au début? Parce que, attends, juste, le rapport entre le offline et le online, c'est quoi? Tu vends combien offline, tu vends combien online? Alors, ça a vachement évolué. Nous, on a commencé plus sur des pop-up, donc c'était 95% pop-up, 3% e-commerce et 2% vendeurs. L'année dernière, au dernier exercice, là, on clôturait à 3,6 millions. On fait un tiers. Donc, un tiers pop-up, un tiers wholesale, un tiers e-commerce. Et là, cette année où on fait 7 millions, c'est 50% e-commerce, 25% wholesale, 25% pop-up. Et l'année prochaine, sur 13 millions qu'on veut faire, ça va plutôt être 60-65% e-commerce et le reste en wholesale et pop-up. C'est fou. Donc, les coups se sont vraiment croisés, quoi. Ouais, ça a complètement changé, tout simplement parce que le pop-up, comme l'a montré Saïf d'ailleurs, c'est pas scalable. C'est-à-dire que tout nouveau, à chaque fois que tu ouvres un nouveau point de vente, tu as des nouveaux frais et à chaque fois, tes loyers sont de plus en plus importants. Au début, moi, la stratégie de départ, quand j'ai ouvert, c'était un peu comme Saïf, c'était on va ouvrir 200 pop-up un peu partout en Europe en moins de 2 ans. Et très rapidement, j'ai vu qu'en fait, les loyers allaient exploser parce que le nombre de marques comme nous qui se lançaient et qui voulaient faire du pop-up a explosé. Il y a 5 ans, tu connaissais à peine. Aujourd'hui, tout le monde veut démarrer un pop-up. Et le nombre de bons emplacements, surtout dans les centres co, tu en as 15, 20, 25, tu vois, en France, mais tu n'en as pas 200. Donc, mécaniquement, tout le monde veut les bons. Donc,
pour réguler tout ça, c'est les loyers. Forcément, quand tu as 300 personnes qui veulent le même emplacement, tu montes le loyer jusqu'à ce que tu arrives au prix de marché. Et du coup, les loyers, pour donner un exemple concret, le même emplacement dans le même centre, alors qu'en plus, les centres perdent un peu de trafic par an, ils ont fait x3 les loyers, tu vois, sur 4 ans. Et notre chiffre n'a pas fait x3 en 4 ans sur les pop-up. Donc ça, c'était un moyen pas scalable. Par contre, et en plus, ça nous faisait perdre pas mal d'argent, nous, les pop-up, et c'était 95% de nos problèmes parce que tu dois gérer du personnel, du vol, de la casse, du meuble, enfin, c'est du physique, donc tu as les problèmes du retailer physique du quotidien, donc c'est l'enfer. Mais on s'est accroché à ça et on a tenu, on a continué parce qu'on a vu que grâce à ça, on avait des coûts d'acquisition clients plus faibles sur le e-commerce et qu'on allait réussir à scaler vers le e-commerce. Parce que moi, je viens du web avant, j'étais pure player e-commerce, j'étais déstockeur de fringues sur le modèle venteprivée.com il y a 10 ans de ça. Et du coup, je savais très bien que faire de l'argent, faire du chiffre sur Internet, c'est très facile. Il suffit de payer cher à Facebook, Google. Par contre, gagner de l'argent, c'est beaucoup plus complexe parce qu'en général, toute ta marge, elle passe chez Facebook et Google. Donc là, on avait une mécanique assez sympa qui s'installait. C'est j'ai un pop-up qui est hyper chiant, mais d'un autre côté, c'est pas si mal parce que ça va mettre une barrière à l'entrée assez importante parce que celui qui veut me concurrencer demain et qui veut faire les pop-up, il va falloir qu'il s'accroche parce que c'est pas facile. Et en plus, je vais réussir à driver du trafic vers mon e-commerce et réduire mes coûts d'acquisition. C'est quelque chose que je vois de manière systématique dans tous les créateurs de produits, c'est qu'en fait, c'est vraiment un mélange des deux. Ouais. Et souvent, au début, le pop-up est une manière d'installer la marque très rassurante auprès des consommateurs et qu'ensuite, un switch s'opère vers du online. C'est clair. On voit que, tu vois, la DNVB classique, c'est Digital Native Vertical Brand classique qui fait que du e-commerce et pas viable sur le long terme. Et même pour en avoir discuté avec pas mal d'invest, ils me disaient, nous, on fait plus d'invest sur les DNVB purs parce que les coûts d'acquisition sont de plus en plus chers. Il y a de plus en plus de nouvelles marques qui arrivent. Du coup, on paye de plus en plus cher nos acquis sur Facebook et arriver à un moment où tu n'es plus rentable du tout. Donc, ta croissance n'est pas pérenne. Donc, tu es obligé d'avoir des nouveaux relais de croissance dans le physique. Et c'est ça qui devient un peu plus complexe et en même temps excitant parce que c'est des canaux qui ont des stratégies d'acquisition et des problématiques complètement différentes. Tout est différent. Le timing, la façon de gérer l'équipe, la façon de gérer ton PNL, tout est complètement différent. Donc, ça rend l'exercice plus complexe. Mais c'est ça qui fait que le retail est devenu plus sympa, quoi. Il y a Nico qui pose une question, qui demande est-ce que tu pourrais nous donner une valeur approximative des différences de prix de fabrication que tu as pu voir en Europe versus Chine? Alors, je parlais de sac à dos notamment. En quoi tes sac à dos? Sac à dos, tu es à peu près à 50% de différence. Mais en quoi comme matière? C'est du nylon. C'est un nylon 900D et qu'on est en train de passer en 100% PET recyclé, donc c'est une matière entièrement recyclée. Et tu vois, même sur les challenges à venir, on sait que tout doit être de plus en plus propre, de plus en plus recyclé, etc. Et tu as un nouveau sujet qui arrive, c'est qu'il y a plein de nouveaux matériaux qui sont en train de se créer, de plus en plus propres, de plus en plus recyclés, mais qui sont beaucoup moins résistants. Exemple, tu as du cuir d'ananas qui est sorti il n'y a pas très longtemps, des cuirs végétaux, tout ça. Les mecs, avec des résidus d'ananas, ils arrivent à t'en faire du cuir. Donc, c'est top parce que c'est de la matière qui, normalement, devait être jetée. Donc, c'est 100% clean. Sauf qu'on s'est aperçu quand on faisait des tests, ça tient 2 mois et ensuite, ton sac est déchiré. Donc, tu perds tout l'intérêt. Tu vois, si tu achètes un truc plus clean, mais que tu dois le renouveler 2 fois plus souvent, tu perds tout l'intérêt de l'écologie. Donc, tout est en train de se structurer. Là, on voit des nouveaux matériaux tous les jours. J'ai des nouveaux cuirs de raisin. Ils arrivent à faire du cuir avec des récoltes de raisin à la fin des récoltes. Il y a vraiment de tout qui est en train de sortir. Donc c'est bien, c'est en train de se bouger et c'est en train de complètement changer. Sauf que pour l'instant, c'est pas encore vachement au point. Un truc qu'on a trouvé, nous, et qu'on a sourcé d'ailleurs en Chine, parce ils commencent à être de plus en plus en avance sur le sujet, c'est du PET recyclé. Donc c'est un matériau qui est 100% recyclé et qui est aussi résistant qu'un nylon qu'on a aujourd'hui, parce que nous, notre sac, on le garantit à vie. Si dans 3 ans, tu fais un trou dedans, on te le change sans aucun problème. Donc voilà. Donc tu as une vraie différence de prix aujourd'hui entre Europe et Chine. Tu as bien évidemment, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, tu as une accélération de la prise de conscience sur le fait que il faudra éviter de consommer en Chine et acheter de plus en plus proche de chez nous, avec un discours avec lequel je suis complètement d'accord. Sauf que tu as forcément un prix à payer pour ça et qu'aujourd'hui, tu t'aperçois que tous ceux qui disent ouais mais vous devriez fabriquer en France ou plus proche, quand tu lui dis ok moi ça m'arrange, en plus c'est beaucoup plus simple pour moi de fabriquer en France ou en Pologne, mais par contre il faut que je double le prix de ton sac. Elle me dit oui non, par contre non, j'achèterai jamais un sac à 150 balles.
Oui, mais le problème, c'est qu'il faut passer par là. Si tu veux qu'on fabrique en France ou en Europe et qu'on puisse tenir, se développer, proposer de nouveaux produits et ne pas mettre au chômage toute l'équipe, bah, il faudrait qu'on le vende 150 balles. Est-ce que tu es prêt? Ah ouais, non, je suis pas prêt. Et du coup, tout le discours est là, quoi. C'est bien sûr que nous, on serait les premiers à vouloir tout faire en France. C'est beaucoup plus simple, hein, ne serait-ce que la barrière de la langue. Travailler avec les Chinois, enfin, c'est un enfer. Hein. Tout est beaucoup plus complexe. Donc, si on le fait, c'est pas parce que on se dit c'est beaucoup mieux. C'est parce que c'est aujourd'hui le seul moyen d'avoir une adéquation rapport qualité-prix hyper correct. Mais par contre, ça va vraiment dans le bon sens. C'est-à-dire que plein de nouveaux matériaux qui sont en train d'arriver, des nouvelles méthodes de fabrication qui vont réduire ta main d'œuvre, parce que ce qui fait que en Chine c'est beaucoup moins cher qu'en France ou en Europe, c'est le taux du SMIC. Donc si un mec est payé à 1300 € en France, ben, un Chinois pour faire exactement la même chose, il est payé 300 €, forcément tu payes moins cher. Sauf que si tu réduis vachement la main d'œuvre et qu'au final il y a pas besoin de 3 fois plus d'intervention humaine que ce soit en France ou en Chine, ton prix devient à peu près cohérent. Et après, tu t'y retrouves avec le prix du transport, etc. Et là, dans ce cas-là, dès que tu arrives à ce niveau-là, tu dis, OK, bon, bah, c'est bon, on peut pas fabriquer en France. Et éventuellement, s'il faut augmenter le coût de vente de 10%, les gens vont le comprendre. Ils vont se dire, OK, mais je préfère payer un peu plus cher et que ce soit fabriqué en France. Par contre, si tu doubles le prix, là, les gens ne comprennent plus. Ils disent, OK, c'est super, mais j'achète pas. Donc, on est un peu dans cette période-là où les choses sont en train de vachement évoluer et dans le bon sens, et tant mieux, mais ça prend du temps. Quel impact? Donc, première semaine Covid, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Bah, premier jour, c'est bon, comme tout le monde, rien de très original. Bon, bah, on fait analyse de la situation, tu coupes tous les coûts qui peuvent être coupés, tous les coûts superflus. Nous, on a de la chance dans notre secteur, c'est que on a une structure de charge très variable. À part le loyer de notre bureau et notre équipe en admin, on n'a pas de coût fixe. Tout le reste, c'est la com sur Facebook. Donc ça peut être réduit au minimum puisque autant dire qu'au 16 mars, les gens qui veulent acheter un sac à dos, il n'y en avait pas beaucoup. Enfin, même acheter n'importe quoi. D'ailleurs, pendant une semaine, les taux de transfo ont chuté partout sur le web, peu importe ce que tu vendais, parce que c'était un peu la panique et puis l'état de choc. Je sais pas ce qu'on va devenir, je sais pas combien de temps ça va durer, etc. Donc, première chose, c'est on met tous les coûts au plus bas. Donc, j'ai 5 personnes, moi, de mon équipe. On est 12. Il y en a 5 qui ont été mis en activité partielle. Le reste continue à bosser parce qu'ils bossent sur le site. Négociation avec les banques, le PEG, les reports, bon, un peu comme tout le monde. Deuxième étape, c'est bon, on fait un point avec toute l'équipe. OK, qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, tu vois, en tant qu'entrepreneur, tu dois me comprendre, c'est quand tu es un peu, et vous avez fait un peu pareil, d'essayer de mettre en place un maximum d'events et de choses pour continuer à maintenir l'équipe stimulée. En tant qu'entrepreneur, quand tu as un truc qui t'arrive où tu te dis, je peux rien faire, il y a pas de pire comme situation. Donc, il y a forcément un truc que tu peux faire. Donc, nous, on s'est dit à notre échelle, attends, nous, on vend des bonnets, des sacs, on va pas sauver le monde, comment on peut apporter quelque chose? Bon, première chose, c'est que bah, on a des usines qui fabriquent des produits, faire des masques, ça va pas être compliqué. À l'époque, et encore aujourd'hui, la grosse problématique, c'est trouver des masques aux soignants et aux personnes en difficulté. Bon, bah, faisons des masques, déjà ça, on pourrait le faire. Donc, on a réussi à en fabriquer un peu plus de 3000 en Pologne, donc ça a mis vachement de temps, parce qu'il faut attendre d'avoir les certifs, etc. Des masques en tissu, hein. C'est des masques en tissu lavables et réutilisables. Et tu les as fait tester par la DGA? C'est ça, oui. Ils sont certifiés AFNOR, testés par la DGA. C'est vachement long à avoir comme process parce qu'on n'est pas les seuls à fabriquer des masques en ce moment et le besoin est tellement monstre qu'ils ont des demandes de partout. Donc ça a mis, tu vois, 16 mars, on a commencé, ça a mis plus d'un mois. Tu vois, on a reçu nos masques fin de semaine dernière. Donc ça, là, ça. Et c'est pas beaucoup dans le temps que ça a mis pour le mettre en place, c'est pas beaucoup. Et en même temps, tu vois, c'est des masques qu'on donne entièrement. Donc on pouvait pas, tu vois, on n'avait pas la capacité financière à dire bon, on file 100 000. De quoi? C'est des dons que tu as fait à qui? C'est des dons qu'on fait alors à différentes associations avec qui on bosse. Tu vois, typiquement, on a un partenariat avec la SPA. Nous, ils avaient pas mal de besoins pour leurs bénévoles. Pour leur partenariat avec la SPA, là. J'ai toujours trouvé ça marrant comme mariage et ouais. Bon, j'adore les animaux, donc ouais, ça me touche.
Bah, on a commencé vachement tôt, ça fait 2 ans qu'on a ce partenariat avec SPA. On a commencé sur une OP de crowdfunding où on a fait un pack de 3 paires de chaussettes où à 25 euros ou 10 euros étaient reversés entièrement à la SPA. Ça a vachement bien marché, ça a bien fité avec l'asso aussi, ça fitait bien avec… Tu leur as donné combien à la fin? La première année, on leur a versé 18 000 euros. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Et là, cet hiver, on a refait la même OP, on leur a versé 30 000 euros. Donc on a été un peu plus loin dans le partenariat, c'est qu'en plus des 10 euros des packs, on a inversé pour les paquets cadeaux, etc. Et du coup, on a filé 30 000. Et là, en ce moment aussi, quand on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? On a fait une vente solidaire sur le site où 50% des bénéfices étaient reversés à l'SPA. Donc on a reversé encore là 3 000 euros les ventes de la semaine dernière. Donc, Okay. donc voilà. Et là, juste question comme ça, je sais pas si t'es au courant, mais ils t'ont raconté des choses sur le rapport aux animaux en ce moment, parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui ont été voir, qui ont cherché à adopter un animal pendant la période de confinement. Ouais, parce que bah il y a jamais eu autant d'abandon justement d'animaux pendant la période de confinement. Les gens en fait c'est pour ça Pourquoi? qu'on a mis en place ça. Les gens en fait se pètent et c'est ça où quand tu t'annonces ça, tu dis mais pourquoi t'achètes un animal? Enfin si t'aimes pas, enfin si t'as du mal à vivre avec, enfin, t'es pas obligé d'avoir un animal. Et ce qu'ils nous disaient, c'est bah, les gens pètent les plombs en étant chez eux avec un animal ou deux ou trois. Ils supportaient plus. En gros, tous les jours tu vas bosser, tu t'en occupes le soir, le matin ça va. Mais là, ils supportaient plus les gens seuls avec leurs animaux, ou alors c'est le père de famille, la famille de parents, 2 enfants. Le père a dit vas-y tiens je t'achète ton chat pour sa fille, de toute façon je le vois jamais. Et puis là il est toute la journée avec le chat, il en peut plus, il le rend, tu vois. Et du coup c'est assez dingue, on n'aurait jamais cru genre de scénar, mais en ce moment ouais t'as jamais eu autant d'abandon d'animaux. C'est pour ça que tu as Ah, eu moi, des campagnes. je pensais que les gens se ruaient sur la SPA. Pas du Parce tout. que… Ok, Pas d'accord. du tout, tu n'as jamais eu autant d'abandon d'animaux et tu as même eu des campagnes qui sont passées à la télé, les abandonnez pas, enfin des trucs un peu chocs. Et du coup, bah, ils ont besoin de bénévoles parce qu'eux, ils fonctionnent qu'avec des bénévoles, tu vois. Donc en ce moment, ils ont d'autant plus besoin de masques d'ailleurs, et c'est pour ça, c'est pour ça qu'on leur a filé récemment. Ok, ok. Donc toi, donc tu t'es dit comment je peux aider. Tu as fait la campagne, tu as filé des masques à des assos. Ouais. Et puis, à partir de quelle semaine tu as commencé à voir tes chiffres en e-commerce remonter? Alors après, donc ça c'est au bout de 2, 3 jours. Donc voilà le constat, on coupe les frais, on donne des masques. Ensuite, il y a le lien avec la communauté. On se dit bon, aujourd'hui, tu vois, enfin si on remonte il y a 3 semaines, on pouvait pas se dire, on devait sortir notre nouvelle version de sac à dos. À une semaine du confinement, on avait oublié cette idée. On s'est dit, bon, aujourd'hui, tout le monde s'en fout d'un sac à dos. C'est pas le moment de faire une campagne de sac. Donc déjà, on a commencé à réfléchir à comment on peut les accompagner pendant ce confinement et puis faire en sorte que la marque soit presque ce sac à dos soit presque un produit, un totem que tu brandiras quand tu sortiras. Tu vois, c'est ça qui te donne cet espoir de sortie de confinement et qui te dit, putain, j'ai envie de l'avoir pour être prêt à la sortie. Tu vas loin dans le marketing. Mais Ah ok, ouais, ouais, d'accord. on a été loin. Ouais, on a fait, là, on lance toute une campagne autour du déconfinement. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton sac? Et on offre le déconfinement le plus dingue aux gens, à toute notre communauté. En gros, tous les gens, on leur dit qu'est-ce que tu veux faire à la sortie. On offre un sac par jour et celui qui nous sort le déconfinement le plus dingue, on lui paye. Et donc, on essaye d'associer vachement la marque avec cet espoir de sortie de déconfinement. Et du coup, pour répondre à ta question, est-ce qu'on a mis en place la troisième chose, ça a été d'animer la communauté. Du coup, on s'est mis à faire pas mal de quiz, de blind tests. Tous les 2 jours, tu vois, on fait des blind tests à 18h30. C'est l'apéro cabaya, parce que c'est vachement dans notre ADN, justement. Et du coup, nous, comme on est assez cool, fun, petite blague et convivial, bah, on a fait des blind tests 2 fois par semaine. Plus des quiz, et on essaye d'animer vachement. Plus cette OP là de sortie de confinement. Et là, on est en train d'aller un peu plus loin dans nos réflexions depuis quelques jours. C'est d'essayer de créer un collectif de startups, des NVB donc, ou autres, mais en tout cas dans le retail, qui s'engagerait à sortir de cette crise un peu par le haut et en se disant, OK, voilà, bon, là, on a un peu du temps pour réfléchir à ce qu'on fait au quotidien, comment on le fait, pourquoi, etc.
on se pose, on définit une charte tous ensemble sur c'est quoi les bonnes pratiques. L'idée, c'est pas de moraliser quelqu'un en disant ouais, toi tu fabriques en Chine ou toi tu fais tel produit, etc. Mais c'est d'expliquer. Non, toi, tu fabriques en Chine. Et en plus, bah oui, c'est pour ça. En plus, d'autant plus, donc on n'est pas légitime pour faire la morale à qui que ce soit. Mais c'est plutôt de dire ok, c'est quoi les bonnes pratiques aujourd'hui? Quel type d'usine peut t'accompagner pour faire un boulot propre? Quel type de matériaux a une empreinte carbone hyper positive? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'entrepreneuriat de demain dans notre secteur? À faire adhérer un maximum de marques à cette charte et faire en sorte que les entrepreneurs de demain dans notre industrie, on leur transmette un petit peu ça en leur disant voilà les taux de marge qui sont bien pratiqués et du coup tu dois être à tel type de gamme de produits, tel type de matériaux, qu'est-ce qui est bon pour l'environnement, les transports, le bateau, l'avion, enfin leur expliquer un petit peu tout ça et essayer de créer ce collectif pour l'idée, c'est un peu plus jamais ça et faire en sorte que cette période de crise et de réflexion pour nous tous nous serve pour demain, quoi. Et tu vois, est-ce que c'est possible que des boîtes dont l'intérêt est de vendre plus puissent s'auto-gérer dans une forme de consensus pour vendre moins? Alors, mais alors par contre, dans la charte, c'est pas du tout vendre moins, tu vois. C'est pas du tout ça. Tu peux pas dire ça déjà ce discours à un entrepreneur. Tu vas dire, attends, c'est pas possible. On essaye aussi. C'est pas vendons moins, c'est vendons mieux et vendons plus propre. Comment faire en sorte de calculer ton empreinte carbone et faire en sorte qu'elle s'améliore. Typiquement, tu vois, il y a des nouveaux business qu'on est en train de regarder et qui vont dans ce sens-là, c'est la seconde main. Seconde main, bah, c'est un nouveau marché qui s'ouvre à toi, tu vas vendre encore plus, mais beaucoup mieux, parce que c'est des produits qui n'ont pas été refabriqués, c'est des petits défectueux qu'on a réparés juste, donc qui n'ont pas pollué. On a trouvé, tu vois, un atelier de réparation qui s'occupe de la marque Patagonia. Patagonia, c'est un peu la référence dans le retail en termes d'empreinte carbone et écologie. Ils sont loin devant. On a trouvé leur atelier de réparation et typiquement aujourd'hui, si tu as un défaut sur un sac, plutôt que le jeter, le changer, en refabriquer un, on va le récupérer, on va le réparer et on va le vendre en seconde main. Comme il a été réparé, on peut pas te le vendre full price, mais on va te le vendre en seconde main. C'est ce genre de circuit, tu vois. Tu peux pas dire à un entrepreneur, vendons moins, on fait trop d'argent. Déjà, on n'en fait pas trop et c'est un secteur qui est complexe. Donc, si en plus, tu leur dis, faudrait qu'on vende moins, les gars, bah, ça marche pas comme discours. C'est plus vendons mieux, faisons plus gaffe à la certification de nos usines, à la certification des matériaux, à nos transports, etc. Et engageons-nous pour que faisons pression sur nos usines pour qu'elles changent. Parce qu'une usine, c'est assez facile pour qu'elles changent. Il suffit que tous leurs clients leur demandent de changer. Tu vois. Si certaines ne changent pas, c'est parce que le marché des gens qui veulent vraiment que ça change est trop faible. Demain, tout le monde dit à ses usines, moi, si t'es pas BSCI, je bosse pas avec toi. T'inquiète pas que toutes les usines le seront. Hein. C'est juste une question d'offre et de demande. Ok. Et donc, ce projet-là, ça va se concrétiser comment de charte avec toutes les startups que tu veux réunir autour de ces bonnes pratiques? Bah, aujourd'hui, on l'a défini nous-mêmes, tu vois, on a écrit cette charte-là. Et là, cette semaine, l'idée, c'est de la faire passer à tous ceux qu'on connaît, de faire adhérer un maximum, et puis après, d'essayer d'avoir une résonance dans la presse et de commencer à faire prendre conscience à tout le monde de la nouvelle façon de produire plus propre, quoi. Tu as l'air très, très engagé et sérieux dans la démarche de Kabaya, ça fait plaisir. Donc, moi, ma question, c'est qu'est-ce qui fait dans ta personnalité que tu prends au sérieux l'anecdotique et le fait que tu prends au sérieux les blagues et que tu prends au sérieux à ce point-là de rendre des produits du quotidien aussi cool? D'où ça vient? Alors, tu vois, le motto de la marque, c'est Serious is boring. On essaie de faire en sorte que, bosser, enfin, notre motto, c'est un petit peu, tu vois, ce que je dis tout le temps à notre équipe, c'est, je trouve qu'on a l'impression de touriste quand on nous voit, on ressemble à rien. C'est ce que je leur dis tout le temps. Notre équipe, elle ressemble à rien. Mais par contre, je suis persuadé. Elle ressemble à rien. C'est quand tu nous vois, en fait, tu te dis pas, putain, eux, c'est les meilleurs en retail aujourd'hui. Si tu nous prends en photo, tu te dis pas, putain, eux, c'est des machines. Et pourtant, chacune des personnes de mon équipe, je suis persuadé que c'est la meilleure, chacun dans son job. J'en suis persuadé. Mais par contre, même moi, tu vois, je trouve que
si je sors de moi et je me vois en photo, je me dis, ce mec-là, il a réussi à faire X millions ou X, tu vois, j'y croirais même pas, tu vois. Alors que parce qu'on passe notre temps à pas essayer de faire semblant ou de ressembler à des experts, on essaye de se concentrer sur montrer qu'on y arrive, qu'on est experts et qu'on est experts dans chacun notre domaine. Mais par contre, on passe 0 seconde à essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Et du coup, on essaye souvent de se différencier. J'ai très vite vu chez toi, c'est assez évident effectivement avec ton équipe. Ouais. C'est humilité, remise en question, Ouais. test. C'est exactement ça. On n'essaye pas de ressembler aux autres et de faire semblant. Laissons les autres parler, avançons et on leur montrera qu'on est devant une fois arrivé à la fin, quoi. Mais voilà, pas de faux semblants. Et c'est quoi ton parcours à la base? Toi, tu viens d'une famille entrepreneuriale. Comment tu t'es découvert cette âme d'entrepreneur? Ouais, alors tu vois, ouais, ça vient peut-être de là d'ailleurs, ce côté te prends pas la tête, parce que moi j'ai un père qui était entrepreneur et du coup mon père a toujours été là pour me remettre un peu les pieds sur terre. J'ai monté la première boîte, moi j'avais 18 ans, elle a marché assez vite, donc très tôt j'ai été déstockeur de fringues sur le modèle vendeprivé.com, donc j'étais pure player e-commerce et je vendais Levi's, Diesel, Dolce Gabbana, Calvin Klein, les fins de série à moins 50%. Et du coup, mon père était toujours là pour me descendre. Je faisais 3 millions, 3 4 millions de chiffres. J'avais 23, 24 ans. Donc, moi, ma tête, c'était, bah, je suis un monstre. Et mon père était toujours là pour prendre le premier magazine et me comparer à Zuckerberg ou à Grandjean tu vois, et il me disait, putain, tu vois, il y a quel âge, lui? 25 ans, 2 milliards. Oh, putain. Et tu fais combien? 3 millions? Ouais, en fait, t'es loin, putain, t'es très, très loin. Et j'ai toujours été ramené un petit peu comme ça, tu peux aller beaucoup plus loin. C'est plutôt sympa. Et du coup, à côté de ça, moi, j'ai ma mère très sociale qui a été assistante sociale dans des quartiers un peu chauds. Moi, j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois, donc dans une maison bien comme il faut, mais dans un quartier chaud. Donc, j'ai été à l'école avec tout le monde, école publique, et du coup, j'ai vu un petit peu le quotidien de tout le monde. J'ai toujours été, ce que je reproche un peu justement à l'univers startup aujourd'hui, c'est qu'on est un peu un noyau dur où tout le monde se ressemble un petit peu. Et il y en a beaucoup qui se rendent pas compte de ce qui se passe ailleurs. Et des fois, quand j'entends parler de levée de plusieurs millions, machin, ça semble naturel, mais lever de 10 millions d'euros, 10 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Et on est 0,5% à avoir accès à ça, à ce capital, aux investisseurs, etc. Moi j'ai grandi dans un environnement où c'était pas normal, 10 millions d'euros. Et j'avais du coup ma mère, côté assistante sociale, très, très carré, son rêve, ça aurait été que je bosse à la poste ou à la banque, tu vois. Elle m'a toujours dit, tu fais le métier que tu veux, je m'en fous du moment que ça te plaît, mais évite d'être entrepreneur, s'il te plaît, parce que j'ai vu ton père ce que c'était, j'aimerais éviter ça pour toi. Pas de bol. Et mon père, entrepreneur, qui a la bougeotte, juif tunisien, immigré, qui avait la dalle au ventre. Mon grand-père qui était épicier, donc toujours la petite embrouille, la chavante. Je suis né avec ça, tu vois. Quand j'ai appris à lire à 6 ans, j'ai vendu, je recopiais des livres sur ordinateur et je les vendais 2 francs aux mamies dans la rue. Et c'était ma première leçon de business de mon père où, tu vois, il me disait, tu sais combien ça m'a coûté là d'imprimer ton livre? Ça m'a coûté 10 francs et toi tu le revends 2. Donc ça marche pas. Ça perdu de l'argent. Ça marche pas. Donc tu vois, la première leçon de business que j'ai eue, j'avais 6 ans. J'apprenais à lire et du coup j'ai compris comme ça que ah ouais, faut acheter un et revendre 2, pas l'inverse. Et du coup, bon après j'étais sportif, donc moi je jouais au tennis, j'ai fait sport-études tennis. Mais pendant le tennis, je vendais des raquettes, je cordais des raquettes. Tu vois, j'ai toujours été habitué à avoir un petit business et à travailler comme ça. Et puis à 18 ans, j'ai vu que j'allais pas gagner Roland Garros. J'ai arrêté le tennis et j'avais 200 balles sur un compte. Mon père m'a jeté dans le sentier et m'a dit tiens démerde-toi et trouve ce que tu as envie. Et j'ai acheté 20 t-shirts chez un mec. Je les ai revendus sur eBay en une semaine. Je suis revenu, j'en ai acheté 40, 100, 200, 3000, et puis c'est monté pas mal. À côté de ça, j'ai été prof de tennis, mécano, serveur, barman. J'ai fait tous les petits jobs du monde pour gagner ma vie, et tout ce que je gagnais, je réinvestissais, et j'achetais des pompes, j'achetais des jeans, j'achetais des casquettes, ce que tu veux. Et je revendais sur eBay, puis sur mon site, puis c'est monté une boîte sympa, quoi. C'est marrant, tu dirais que ça t'a servi sport-études pour garder voilà. Qu'est-ce que tu utilises au quotidien de cette époque? Bah, c'est humilité, ouais, parce que quand tu fais du sport, tu as toujours un mec meilleur que toi. Et en plus, moi, j'ai été dans la position, bon, j'ai jamais été le meilleur en plus, donc c'est peut-être ça qui m'a servi. J'ai toujours été
derrière le meilleur, à avoir l'objectif challenger, et il fallait que je tape le mec devant moi. Tu vois, je me suis toujours dit qu'être premier vraiment, ça doit être hyper dur parce que qui sait que tu vas aller chercher. Quand je vois des légendes du tennis, un Federer, un Djoko, tout ça, je me dis comment les mecs ils ont faim le matin alors que c'est déjà des légendes et personne n'a gagné autant qu'eux. Je sais pas, ça j'arriverai pas. Bon, moi j'ai toujours eu largement assez de monde devant moi, donc je savais qui il fallait que j'aille chercher. Et c'est hyper similaire avec l'entrepreneuriat parce que tu dois toujours te remettre en question et tu n'as jamais fini de progresser, sauf quand tu es premier. Et là, franchement, bon, j'ai jamais été dans cette situation, donc je sais pas, mais en tout cas, tu as même état d'esprit et de résilience et de nombre de portes que tu prends dans la gueule et le but, c'est de toujours être là après chaque porte et en sport, c'est exactement pareil, quoi. Donc, tu as des plateaux aussi où tu t'entraînes 10 fois plus et tu n'avances pas et tu comprends pas pourquoi et d'un coup, ça reprend. Je pense que c'est un gros avantage en tant qu'entrepreneur. Si tu as eu un passé de sportif, ouais, c'est un gros avantage parce que tu as une mindset qui est fait. Et nous, dans nos équipes, la plupart font du sport et c'est un gros plus en recrutement. Je demande si tu as fait du sport, si tu n'en fais pas, c'est pas pour ça que je veux pas te prendre, mais c'est un gros plus pour moi. Un mec ou une nana qui arrive et qui me dit j'ai un passé sportif, peu importe le niveau, je m'en fous, mais qui a été habitué à s'entraîner beaucoup, à faire de la compétition, et ça m'intéresse parce que Bien sûr, forcément. bien sûr, je comprends. Qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui veulent se lancer là maintenant dans le retail? Déjà que c'est possible, beaucoup se disent c'est pas du tout le moment. Au contraire, je pense qu'il y a jamais eu autant, il va jamais y avoir autant d'opportunités qu'aujourd'hui, je pense. Moi, je suis toujours très optimiste, donc à chaque fois, on me dit putain, peu importe la situation, tu trouves le bon côté. Mais je pense que là, il y a des bons côtés parce que en fait, la mutation du retail, ça fait quelques années qu'elle s'opère et moi, j'ai monté Kabaya dans ce sens-là. Je savais que la distribution allait changer et c'est le but de Kabaya, c'est de montrer un peu la distribution de demain. Et là, elle va s'accélérer comme jamais parce qu'on n'aura plus le choix et parce que tous les mastodons des grandes chaînes qui ont 600 magasins de 400 mètres carrés en ce moment et qui sont mauvais dans l'e-commerce, je vois pas comment ils vont s'en sortir et si c'est possible qu'ils s'en sortent. Donc, peut-être il y a quelques exceptions qui vont sortir du lot et qui vont réussir à tenir, mais la plupart, a priori, vont disparaître. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va laisser des cellules vides dans des centres commerciaux, dans les centres-villes, etc. Une bonne opportunité pour nous qui avions pas les moyens au début d'acheter des droits au bail élevés, etc. Là, ça va chuter puisque tous les gros vont partir et les petits vont pas avoir les moyens d'aligner 1 million d'euros par boutique. Donc, l'immobilier commercial risque fort d'être vu vachement à la baisse. Il y aura jamais autant d'opportunités que de montrer que ton service client est ultra important. Tu vois, nous, on arrive à livrer en ce moment en 24-48 heures. Les gens, ils sont 2 fois plus satisfaits qu'en temps normal, c'est une norme. Aujourd'hui, c'est fort si tu y arrives. Donc, c'est une nouvelle opportunité de montrer que tu es un peu meilleur que les autres et du coup d'avancer plus vite. En termes de financement, c'est pas vraiment le moment. Les investisseurs que je connais qui sont chez nous, avec qui je parle, me disent évidemment retail, on va attendre un peu, tu vois, parce que personne sait ce qui va se passer. Mais par contre, tu vas pouvoir commencer plus petit. Donc, si tu commences demain, et là, tu as quelques milliers d'euros devant toi, t'as pas 1 million, tu peux quand même tester et être prêt pour dans 3, 4, 5 mois, 6 mois, quand on aura une vision claire de vers où ça va aller, les investisseurs vont y revenir. Tu vois. Mais c'est juste, aujourd'hui, ouais, si ta seule préoccupation, c'est de lever des fonds dans le retail, ouais, c'est pas le bon moment. Et d'ailleurs, nous, on était en pleine levée, on devait closer la semaine du 16. Bon, autant dire que c'est à l'arrêt et on discute un peu, quoi. Parce que tout est remis en cause en ce moment. Et nous, ce qui plaît par contre chez nous, c'est qu'on a 3 canaux de distrib et du coup qu'on est beaucoup plus résilient que d'autres qui en ont qu'un seul ou 2. Parce que même si on prend sur un canal, sur le e-commerce, ça explose. Et du coup, on arrive à tenir la baraque comme ça, quoi. Right. Bon, c'était un plaisir de parler avec toi, Pas de souci, avec plaisir. Merci de m'avoir invité, Alice. C'est cool. Je t'ai pas posé une question que je pose souvent aux entrepreneurs que je vois, c'est qui sont parmi les entrepreneurs que tu as pu côtoyer à The Family ou en dehors, des gens que tu aimes bien appeler, qui t'inspirent, qui te motivent?
Et pourquoi? Qui me motive, je crois qu'il ne sait pas, il ne doit pas le savoir, mais Oussama a un impact assez dingue sur moi, sur beaucoup d'autres entrepreneurs, je suppose. Il a ce truc, tu sais très bien, mais pour te faire sortir les doigts et d'être très cash avec toi et d'aller beaucoup plus vite. Donc, ouais, en termes de motivation, Oussama. Après, sinon, les autres entrepreneurs avec qui j'échange beaucoup, Louis, merci Andy, qui t'a invité. On a à peu près les mêmes problématiques. Alors lui, il est sur un produit qui explose forcément en ce moment, donc il a d'autres problématiques en ce moment. Mais avant tout ça, c'est un peu les mêmes pratiques. D'autres avec Asphalt, tu vois, Asphalt qui est aussi chez The Family, qui a un super modèle. Lui aussi, pareil, il surfe un peu sur le renouveau du retail et sur le fait de la surconsommation et de produire juste ce qu'on a besoin de vendre, etc., ce qui est vachement intéressant. Fempo, que j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup, mais dont j'adore le modèle et le produit, et je pense que ça va aller assez loin. Voilà, à peu près, on a d'autres, Fago, qui ont un modèle un peu plus classique, mais du coup, on parle avec pas mal de gens du retail, on peut dire. Top. Bon, pour finir cette session Good Vibe, quelle est la musique qui te met bien, toi, au quotidien? Écoute, d'habitude, j'en écoute pas spécialement, mais aujourd'hui, depuis que je suis à la maison et du coup, je prends un peu plus de temps, j'écoute beaucoup Ayo, qui me détend beaucoup, ouais, en ce moment. Ah, c'est laquelle de Ayo que t'aimes bien? Down on My Knees, qui est assez cool, ouais, qui me détend pas mal. On va se la mettre pour terminer ça, ouais. Parfait, allez. Ouais. Voilà, les amis, vous étiez là, vous avez pris du plaisir à écouter Bastien, j'espère. Vous pouvez tous aller en networking maintenant. C'est le chat roulette géant, ça va durer 5 minutes. Vous allez rencontrer des gens, pouvoir échanger avec eux, potentiellement collaborer avec eux. Voilà, vous présenter, connecter, échanger, vous balancer de la bonne vibe, de la bonne énergie. On attaque cette semaine optimiste et positif. Et merci beaucoup, Bastien, pour ton temps. Pas de souci. Merci à toi, Alice. C'était vraiment un plaisir. Et pour tout le monde, que vous sachiez, cette semaine, je vais avoir des invités assez cool. Semaine prochaine, on sera demain, on est avec Marie Taquet, Iconoclast, l'école des sales. Mercredi, on est avec Shannon, School Move, donc l'éducation en ligne. Jeudi, on est avec Quentin qui a créé Maker, donc des respirateurs. Sinon, il est CEO de Clever Cloud. En ce moment, il se bouge à fond pour créer des respirateurs avec un collectif d'entrepreneurs. Et vendredi, même si c'est le 1er mai, j'ai quand même un invité, parce qu'on pourrait considérer qu'on est tous en mode férié depuis longtemps. Et donc, vendredi, j'ai William de Compliment, un entrepreneur belge qui fait des pilules, des compléments alimentaires qui sont bons pour la santé et c'est un des rares à pouvoir nous sortir de tout le bullshit des compléments alimentaires. Donc, vraiment, venez. Voilà. Et tous en networking. Bisous. Merci. Salut. Ciao. Bye bye.